Alors Jennifer, aujourd'hui on a décidé de se délocaliser et de se retrouver dans cette très très belle maison qu'est la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne. Exactement, et nous sommes venus pour un événement un peu spécial qui est Passion Commerce. Alors nous sommes en compagnie de Christophe Alterman. Bonjour Monsieur Alterman, quelle est votre fonction exactement au sein de cette belle maison? Oui, bonjour Bertrand. Alors je suis directeur du service développement local à la CCI de l'Aisne. C'est un service qui est composé de conseillers d'entreprise dont le cœur de mission est d'accompagner, de conseiller les entreprises et j'ai le plaisir d'animer cette équipe de conseillers. Alors vous avez accueilli ici à Saint-Quentin en avant-première, avant tout le monde, le Tour de France. Alors pas le Tour de France tel qu'on l'attendra au mois de juillet sur les Champs-Élysées, mais celui de l'opération nationale Passion Commerce. C'est bien ça, hein, Jennifer? Exactement, c'est ça. Oui, c'est vrai, on est un petit peu avant le 5 juillet, avant l'étape saint-quentinoise, mais là vous parliez du Tour cycliste. Nous, c'était le Tour de France du commerce dont il s'agissait et nous avions le plaisir, le lundi 21 novembre, d'accueillir la 25e étape du Tour de France du commerce, donc opération intitulée Passion Commerce. Et nous étions très heureux d'accueillir la caravane du Tour, parce que c'est une opération nationale, puis d'autre part tous les commerçants du département de l'Aisne. Alors ce fut une très très belle manifestation, Jennifer. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder un petit résumé en images qui revient sur cette très très belle soirée. Et on se retrouve à l'intérieur pour essayer de découvrir, parce qu'il n'y avait pas que la partie plateau télé, il y avait plein d'ateliers. Et on va essayer de vous faire un résumé de toute cette belle journée où il y avait énormément d'infos à retenir. Mais d'abord, avant toute chose, voyons ensemble un petit résumé de cette très belle soirée. Alors ce soir, pendant à peu près effectivement 4 heures, l'objectif de Passion Commerce dans l'Aisne, c'est d'abord et avant tout le grand rendez-vous des commerçants du département de l'Aisne que nous attendons le plus nombreux possible, bien évidemment. Le concept, il est tout simple. C'est qu'on va proposer aux commerçants du département de l'Aisne de faire un peu leur marché sur Passion Commerce. Alors on va proposer tout un tas d'animations. Le plateau TV qui est juste derrière nous. Donc on va retransmettre en direct plusieurs émissions télé sur des thématiques différentes. Et puis il y a des commerçants aussi qui viendront témoigner sur leur façon de voir, eux, le commerce et quelles sont leurs histoires de commerçants. J'ai la passion du client. Absolument, c'est ma vie. Voilà, c'est ma vie. J'essaye de les recevoir comme j'aimerais être reçue, de leur donner ce que j'aimerais qu'on me donne. On souhaite aussi que Passion Commerce, ce soit la possibilité pour les commerçants, à travers les ateliers pratiques qu'on organise d'une durée de 20 minutes, une dizaine d'ateliers pratiques, que les commerçants viennent sur des thématiques diverses et variées, l'aménagement du point de vente, le e-commerce, la sécurisation du point de vente, c'est un vrai sujet d'actualité pour certaines activités de commerce, de venir chercher des solutions, des conseils et qu'ils repartent avec des possibilités de mise en application dans leur point de vente. Au-delà de l'utilité, Passion Commerce, ça doit être avant tout une formidable occasion de se retrouver entre commerçants et puis d'y trouver à la fois l'utile mais surtout l'agréable. Avec cette convivialité qui caractérise le plus le monde du commerce. C'est essentiel pour Passion Commerce. Merci. Monsieur Alterman, quelles étaient vos attentes en organisant cette manifestation? Je crois que d'abord, nos attentes, c'était mobiliser le monde du commerce du département de l'Aisne, se dire que notre invitation, il y aurait du monde, de tous les bassins d'emploi du département, et se dire qu'avec le programme que nous proposions, nous pensions que nous étions en phase avec les attentes et les besoins des commerçants. Alors Christophe, justement, le président Charles Ribes de la CCI de l'Aisne a eu vraiment la volonté d'accueillir ce Tour de France ici à Saint-Quentin. Oui, alors très rapidement, le président Charles Ribes a pris la décision, déjà une volonté d'accueillir ce Tour de France, puisque c'est une opération nationale et comme toute opération nationale, il y a eu un appel à candidature qui a été lancé par le réseau des chambres de commerce et d'industrie de France. Nous avons répondu à cet appel à candidature et la plus grande fierté de notre président est d'avoir été retenu, que la CCI de l'Aisne ait été retenue pour organiser une étape des 50 étapes du Tour de France. Alors, on pourrait se poser la question de se dire que le métier de commerçant existe depuis toujours. Or, on s'est rendu compte lors de cette soirée par les ateliers qui étaient mis en place que c'est un métier en pleine mutation. Ça suit la même mutation que les nouvelles technologies et on s'est rendu compte par les thèmes qui étaient traités.
Oui, c'est vrai. Alors, on a proposé 10 ateliers pratiques qui étaient très différenciés au niveau des thèmes. Par exemple, un thème qui pourrait surprendre, on a parlé de la sécurisation du point de vente. Pourquoi ? Parce que la sécurité dans le commerce, il faut en parler. Le commerce est aussi une proie et vulnérable. Certaines activités du commerce, je pense aux buralistes, aux pharmaciens, aux bijoutiers, sont très exposés aux problèmes de sécurité. Et Passion Commerce, c'est aussi l'occasion de parler ce type de thématique et surtout de mettre en connexion des référents sûreté du département de l'Aisne qui font partie de la gendarmerie nationale ou de la police nationale et qui sont les interlocuteurs de proximité des commerçants et qui sont leurs premiers conseillers. Et ça, les commerçants ont tendance parfois à l'ignorer. Passion Commerce sert aussi à mettre en contact les interlocuteurs de proximité. Justement, Bertrand, on va en profiter pour faire un petit retour sur l'échange qu'il y a eu lors du salon, exactement, sur la sécurisation du magasin. Il y a les vols avec violence aux personnes, les vols avec séquestration de personnes, les vols à main armée, les vols avec effraction avec ou sans voiture bélier, les vols à étalage. Nous n'oublions pas non plus les vols par ruse, toute fraude bancaire, carte, chèque, ou également les dégradations qui causent fortement l'épanouissement de votre commerce. Alors, il va de soi qu'on peut mettre autant de moyens de protection que l'on veut. Si vous et vos employés ne sont pas formés, n'adhèrent pas au projet et qui ne font pas attention au niveau du code d'accès, au niveau des habitudes de vie, d'entrée, etc., voilà, c'est peine perdue. Hein. Alors, on n'est pas là pour vous vendre la vidéoprotection. Ce n'est pas le but, malgré que ce soit une priorité gouvernementale, mais je dirais pour vous, on n'est pas là pour en vendre. Je dirais, par contre, on est là pour vous en parler, et notamment des bienfaits de cette vidéoprotection. À vous de définir les risques. Qu'est-ce que j'ai à protéger? Chaque site est particulier. Bon, il y a l'aspect global, comme je vous montre, mais ensuite, chaque commerce est particulier. Il a son implantation, on parlait de la zone périphérique, où est-il implanté, voilà. Hein. Identifier ses points faibles, bien évidemment. Il n'y a pas de bonne protection électronique sans une bonne protection mécanique. On parlait de la protection mécanique. Hein. Donc, protection mécanique, c'est les serrures, les vitres, les fenêtres, tout ça. Hein. La durée maximale de conservation des images, c'est 30 jours. C'est un maximum. Je peux vous dire que si vous voulez garder 30 jours des images, il faut avoir une capacité de stockage phénoménale. En général, pour un commerce, une semaine, c'est déjà pas mal. Dès l'instant où il y a des images, on voit un intrus, on lève le doute et notamment la boîte de télésurveillance peut nous appeler. C'est à eux de procéder à la levée de doute, pas à nous, ni à vous, et encore moins à vous. Alors assurez-vous bien que l'installation corresponde bien à votre attente aussi, parce que, attention, on ne peut pas non plus l'en blâmer, ce brave homme, mais le représentant, il aura tendance aussi un petit peu à vous proposer quelque chose au-dessus, alors qu'en fait, la gamme juste en dessous suffirait amplement. On peut, à la rigueur, intervenir de ce côté-là. Vous dites, écoutez, voilà, j'ai ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, voilà, voilà, mais bon, c'est pas trop... voilà. Ouais. Ah oui, voilà, il faut qu'il soit évolutif, votre matériel, tout à fait exact. C'est pas mentionné, mais voilà. Prenez un matériel évolutif. Donc après avoir parlé sécurisation, nous allons maintenant parler aménagement. Mais alors, Christophe, cet aménagement, en quoi est-ce qu'il est important? On parle de quoi? D'aménagement, de mobilier, de lumière, de quoi? Il n'est pas important, il est capital, parce que le commerce, le point de vente, c'est, avant de faire du commerce, c'est l'outil de travail du commerçant. Donc déjà, le client, il faut savoir le séduire quand il passe dans la rue. Il faut être bien vu, avoir une façade attrayante, avoir une vitrine qui donne envie de rentrer dans le magasin. Et quand on a envie de rentrer dans le magasin, on pousse la porte, ou la porte s'ouvre automatiquement, suivant la porte. Et puis après, il y a une théâtralisation, une mise en scène, qui doit donner envie aux clients de rester et de flâner dans le magasin. Dans ces cas-là, voyons cet atelier en images. On sauve un magasin avec de la lumière et on tue un magasin avec de la lumière quand ça a été mal calculé. Je puis vous dire que, on va dire, allez, 90% des commerces pêchent par l'éclairage. Tout simplement par ignorance. Alors, dans l'éclairage général, bon, eh bien, il y a ce que vous appelez des néons. En fait, ce sont des tubes fluorescents, on appelle ça de la fluo. Alors, il existe le système des tubes, là, vous les connaissez, hein, c'est des tubes de 60, il y a 1,20 m, il y a 1,50 m. Et puis là, vous avez les fameuses lampes compactes. Alors, je vous dis tout de suite qu'en ce qui concerne le rapport
consommation, rendement, la fluo est mieux placée que la lampe compacte. Alors, la LED, puisque vous en parlez, la LED n'est pas sur mon programme tout simplement parce que c'est un éclairage qui commence seulement à se mettre en place. On a des outils qui fonctionnent de mieux en mieux. Le problème de la LED, c'est son coût énorme. C'est ça le problème. En étalage, eh bien, c'est pas compliqué, il faut 4 fois plus de lumière que dans le magasin. Parce que l'étalage étant sur la rue, il lutte avec un environnement très lumineux. Donc il vous faut 4 fois plus de lumière. Pourquoi ? Parce que les gens, quand ils se promènent dans la rue, sont attirés comme les moustiques par la lumière. Donc vous devez fonctionner plein pot. L'idéal, alors, il faut savoir que quand les gens rentrent dans votre boutique, leur premier réflexe, c'est de s'orienter à droite. Les gens sont attirés par la droite, sont équilibrés à droite. Quand vous rentrez dans un hypermarché, vous tournez à droite et boum, vous avez le droit au télé. Je rentre, j'achète, je paye, je m'en vais. Deuxième situation, je rentre, j'achète, je paye, je m'en vais. J'ai traversé 2 fois votre boutique en totalité. Ça ne veut pas dire que j'ai tout acheté, ça veut dire que j'ai tout vu. Et vous savez que pour vendre, il faut montrer. Maintenant, vous êtes dans le vêtement. Eh bien, les cabines d'essayage au fond. Vous avez un SAV dans le fond. Tout ce qui est passage obligatoire dans le fond. De manière à ce que les gens traversent l'ensemble de la boutique. Vous avez un produit qui tourne mal. Eh bien, avant de décider qu'on s'est trompé, on va lui donner sa chance. On le met à la hauteur des yeux dans la zone 40. Alors Christophe, on vient de voir dans cet atelier qu'effectivement un magasin non seulement doit être achalandé, mais il doit aussi être attirant, mais on peut dire aussi qu'il doit être accessible. Oui, ben l'accessibilité, c'est un vrai sujet. L'accessibilité à tout type de public, et je pense particulièrement aux personnes handicapées. Il y a une réglementation qui va de toute manière obliger tous les commerces, au plus tard au 1er janvier 2015, d'être accessibles tout type de public. Et c'est une vraie préoccupation du monde du commerce. C'est pour ça qu'on a proposé ce type d'atelier. Alors effectivement, c'est un vrai problématique. On n'y pense pas systématiquement à chaque fois, quand on est commerçant et quand on ouvre un commerçant, à cette accessibilité. Vous avez mis un point d'honneur à mettre en place un atelier autour de l'handicap. Voyons ensemble les conseils et les informations qui étaient prodiguées lors de cet atelier. Alors, la réglementation, certes, elle est compliquée, mais il faut avoir aussi du bon sens. C'est-à-dire qu'au niveau, de la mise en accessibilité, il faut aussi quelque part se mettre à la place d'une personne handicapée et essayer de voir comment elle pourrait s'adapter au lieu. Alors il y a l'aspect humain de la loi. C'est évident qu'en fait c'est une opportunité d'insérer les personnes handicapées et puis de maintenir les personnes en situation de handicap dans la vie sociale des communes. Et là je dirais que la loi de 2005, en fait son objectif, c'est de rendre accessible, on a vu le cadre bâti, la voirie, les transports, pour les personnes handicapées, mais elle va plus loin que ça, la loi de 2005, c'est rendre accessible pour toute personne se trouvant en situation de handicap. C'est-à-dire, il y a les personnes handicapées, certes, mais il y a aussi celles qui peuvent se retrouver en situation de handicap. Et la situation de handicap, eh bien, c'est vous, moi, c'est n'importe qui. Vous avez une jambe cassée, vous avez une jambe dans le plâtre, ben vous êtes en situation de handicap. On a une visualisation ici de ce que ça peut représenter. J'ai mis quelques photos. Vous voyez par exemple une rampe pour rendre accessible un ERP. Vous avez des aménagements au niveau des espaces publics, de la voirie. Et puis vous avez les transports. Il est évident que quand on a un ERP dans une ville structurée, administrativement, on peut avoir déjà des renseignements. Quand votre ERP se situe dans une petite commune, où la mairie n'est pas forcément, au courant en tout cas de l'accessibilité, là, il faut se rapprocher d'autres acteurs. Et nous, on est là pour ça. La DDT peut vous apporter des éléments de réponse. Une autre thématique a été abordée lors de cette journée. Cette thématique, c'était comment utiliser Internet. Alors justement, Jennifer, on peut se poser la question de savoir si vraiment Internet a son rôle à jouer auprès des commerçants axonais. Le rôle, oui, le rôle, il est capital. Il est de plus en plus important parce que les commerçants doivent considérer Internet non pas comme le pire de leurs ennemis, mais plutôt comme un allié en puissance. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment aller vers le commerce en ligne à destination du public que l'on a dans sa propre ville ?
Absolument aller vers le commerce en ligne, il n'y a pas d'obligation. On peut très bien être sur Internet sans pour autant faire de vente en ligne. On peut très bien être sur Internet avec un site vitrine qui montre le point de vente, qui donne envie aux clients de venir chez vous. Puis le gros avantage, c'est que vous êtes visible 24 heures sur 24. Et puis on peut rajouter, Christophe, qu'aujourd'hui la mobilité est dans la poche de tout le monde. Tout le monde aujourd'hui possède, presque tout le monde possède des smartphones, des appareils communicants. Et être prévenu qu'un colis est arrivé, qu'une commande est en préparation, même chez un commerçant, et que le point de retrait est dans la boutique avec la confiance, pas la problématique de paiement, tout ça c'est quand même du service. Aujourd'hui, on est tous en attente de ces services, non ? C'est vrai, et je pense que sur cette notion de service, qui mieux que le commerce de proximité peut revendiquer, en plus de l'accueil, en plus du professionnalisme, la notion de service en plus. Je pense que vous faites la différence. Exactement. Alors voyons ensemble cet atelier qui était très intéressant. On va regarder comment dynamiser son commerce, comment mieux vendre sur Internet. Toutes les armes et tous les outils nous étaient présentés. On regarde ça ensemble. Être présent sur Internet, alors ça veut tout dire et ça veut rien dire. Il y a des fois des gens qui pensent que juste d'avoir un petit référencement sur Internet, ça suffit pour être sur Internet. Non, parce que selon le secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez, la concurrence est plus ou moins importante. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est au final, est-ce que je suis choisi ou pas choisi? Il y a une chose très importante dans l'importance de l'information. Aujourd'hui, pour qu'un site, il doit absolument proposer en priorité, vous voyez, on est à 50% sur de l'information pratique. On est à 30% sur de l'information up-to-date. Ça veut dire que je donne de l'actualité sur mes produits, sur mon magasin, je parle de mes nouveautés en permanence, et si je peux, je crée de l'interactivité. Pour créer de l'interactivité, eh ben peut-être j'ai un espace pour dialoguer avec mes futurs clients ou mes clients. Donc l'ergonomie, c'est la sobriété, la lisibilité et le temps de chargement. Si j'arrive pas à lire ce qu'il y a sur le site, si j'ai des pages trop chargées, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y vais une fois, j'y vais plus. Si le temps de chargement, c'est très très long parce qu'il y a beaucoup de choses dessus, je vais attendre un peu, puis au bout d'un moment, je vais décrocher, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Alors le contenu, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, l'information, elle doit être pertinente, claire, structurée et mise à jour. Ça veut dire que ce n'est pas la peine non plus d'en mettre de trop. Ce qui est très important, c'est d'en mettre un peu moins, mais de changer régulièrement le contenu. Parce que vous allez voir plus tard, pour être référencé de façon naturelle, plus vous changez le contenu, plus vous mettez à jour, plus vous avez des chances de vous retrouver dans les premières pages des moteurs de recherche, de façon naturelle. Les outils de mesure aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Web Analytics. Ça vous permet de savoir si les gens viennent sur votre site, ça vous permet de savoir quelle page ils vont regarder, quelle est la page la plus regardée. Ça vous permet de savoir s'il y a des jours dans la semaine où vous avez plus de trafic, les horaires aussi. Est-ce que vous avez plus de trafic entre 16h et 18h ou entre midi et 14h? Tout ça, ce sont des éléments qui vont vous aider également à toujours améliorer votre communication sur Internet auprès de vos futurs clients. Internet, je pense que nous sommes tous d'accord, mais avant tout, il faut parler communication, Bertrand. Eh oui, Internet, c'est le premier pas vers la communication des entreprises. C'est une présence sur la toile, mais c'est un site de plus parmi des milliers d'autres. Comment faire pour fidéliser la clientèle? Pour la fidéliser, avant de la fidéliser, il faut aller la chercher. Donc c'était l'objectif d'un atelier pratique qui s'appelait « Concevez des e-mailing et e-newsletters percutants ». Et en 20 minutes, on a adressé les conseils les plus utiles aux commerçants pour communiquer par ce biais. Alors on va regarder ensemble cet atelier qui était encore une fois fort intéressant, qui permet quand même de développer sa partie clientèle et son chiffre d'affaires, rappelons-le. On regarde ça ensemble, on se retrouve tout de suite après. La différence entre newsletter et emailing, la newsletter elle a pour objectif d'informer. C'est plus une lettre d'information qui communique sur vos actualités, ce qui se passe dans votre commerce. Alors, est-ce que vous avez reçu des nouvelles collections, vous avez des promotions en cours, etc. etc. Mais c'est vraiment un titre informatif. L'emailing, lui, a vraiment une volonté commerciale. C'est-à-dire que grâce à cet emailing-là, je vais avoir une promotion, je vais diffuser une promotion, je vais diffuser une information, mais ça va vraiment être à titre commercial. Donc, parfois, la limite entre les deux peut être très très légère, mais en règle générale, dès que c'est information commerciale, on parle d'emailing, et dès qu'on parle d'information générale, on parle de newsletter. Première chose, l'humain est formaté comme ça.
l'humain, quand il arrive devant un document, un mail, n'importe quoi, il a une lecture diagonale. Il commence au coin, en haut, à droite, pour finir à gauche, pour finir en bas à droite. Au niveau des titres, on évite les titres classiques. Puisque ça, vous savez qu'aujourd'hui, on est tous pareils. On reçoit des quantités de mails et notamment des quantités de newsletters qui sont assez importantes. Donc, dès que le titre n'est pas accrocheur, on ne lit pas, on supprime directement. Qu'est-ce que je ne dois pas faire quand je rédige ou quand je crée ma newsletter? Donc, on évite d'envoyer la newsletter sans accord préalable du destinataire. Donc ça, premièrement, à la première réception, il peut l'envoyer, le mettre directement dans ses spams, mais il peut aller un petit peu plus loin et avoir recours à la CNIL en disant attention, telle personne envoie des messages que je n'ai pas sollicités. En envoi classique, une fois par mois, ça reste tout à fait correct, voire une fois tous les 15 jours si vous avez du contenu très régulier à diffuser. Donc il y avait également d'autres thématiques telles que le référencement et également la gestion quotidienne de votre commerce. Et puis, quand arrive l'âge de la retraite, Christophe, on a bien souvent du mal à se séparer de ce bébé parce qu'on dit passion et on devrait dire oui, passion. Ça nous prend au quotidien, tout le temps et après ça fait partie de soi et on a du mal. Alors on s'accroche, mais à un moment donné, il y a peut-être un choix à faire, peut-être pour maladie, peut-être pour raison de vie simplement. Et là, la décision est difficile à prendre, on a besoin d'accompagnement. C'est vrai, c'est vrai. Ben, quand on est passionné dans son commerce et passionné de ses clients, compliqué de se faire à l'idée de devoir arrêter. C'est pour ça que quand on a pris la décision d'arrêter, ça se prépare. Ça se prépare, ça se mûrit, ça s'organise. Parce que ce n'est pas que pour s'aider, il faut trouver un repreneur. Ça demande du temps. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cet atelier, c'est de sensibiliser et de préparer au mieux les commerçants à l'idée de transmettre leur commerce. Eh bien Jennifer, Christophe, ce que je vous propose, c'est de voir un résumé de ce dernier atelier qui avait lieu donc le lundi 21 novembre, ici dans les locaux de la Chambre de commerce, dans le cadre de Passion Commerce. Au niveau juridique, on a eu pas mal d'évolutions au cours de ces dernières années, des évolutions dont vous avez certainement entendu parler à travers la déclaration d'insaisissabilité, enfin des mesures juridiques qui viennent protéger en fait le repreneur d'entreprise, bon, qui ne concerne pas tout le monde, hein, à travers la déclaration d'insaisissabilité. Et maintenant, depuis le 1er janvier 2011, on a la mise en place d'un nouveau statut qu'on appelle le IRL, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, avec la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle l'affectation patrimoniale. Alors je ne suis pas capable de vous dire si un projet de transmission doit être préparé à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Je dirais que c'est en fonction de chaque dirigeant d'entreprise qu'il est nécessaire effectivement de se positionner pour voir dans quelles conditions un projet de transmission peut mûrir. Et pendant ce temps-là, il va falloir effectivement continuer à investir, continuer à se former, continuer à, à promouvoir son activité, continuer à moderniser son outil de travail. Ça, c'est un élément essentiel. Hein, je ne vous apprendrai pas qu'à partir du moment où, effectivement, on sent une démotivation du chef d'entreprise, la démotivation, eh bien, elle est communicatrice, entre guillemets, on va la ressentir au niveau de la clientèle, on va la ressentir au niveau des salariés, et effectivement, à partir de là, imaginez qu'un repreneur soit intéressé par l'entreprise, si lui-même ressent quelque part une démotivation, il va avoir effectivement des craintes pour pouvoir reprendre son entreprise par rapport à un projet pérenne. Si effectivement on juge que son outil de travail semble difficile de pouvoir transmettre le fonds ou les parts de société, eh bien on a toujours effectivement la possibilité d'envisager une transmission de droit au bail sous certaines conditions, voire aussi du matériel, du mobilier qui compose aussi l'activité. C'est vous-même qui allez pouvoir définir aussi le niveau en dessous duquel vous pensez ne pas descendre par rapport à la valeur de votre affaire. Donc ça, c'est un élément important. Et quand effectivement on a fait ce travail approfondi, moi je constate que la négociation aboutit dans de bonnes conditions. Alors Christophe, c'est devant cette très belle table d'orientation qu'on se retrouve devant cette belle maison qu'est la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Aisne. Effectivement, le métier de commerçant est un métier compliqué. Le métier d'entrepreneur aussi est un métier compliqué. Vous êtes vous là comme
pilote pour aider, accompagner les chefs d'entreprise, les commerçants tout au long de l'année. Cette opération Passion Commerce était un des éléments représentatifs de votre mission. Tout d'abord, cette table d'orientation, puisque Bertrand, vous reprenez la table d'orientation, elle menait où le lundi 21 novembre? Elle menait à Passion Commerce. Et je crois qu'au-delà de tout le contenu technique et de l'offre dont on vient de parler, Passion Commerce avait une vraie symbolique. La symbolique de réunir et de faire se rencontrer les commerçants en joignant l'utile à l'agréable, et j'insisterai pour conclure sur l'agréable. Pourquoi? Parce que le commerce, c'est aussi la symbolique de la convivialité, et Passion Commerce, c'était l'occasion de se réunir, d'échanger, de prendre des informations sur différents contenus, mais c'était aussi l'occasion de tous se retrouver, de célébrer ce que représente le commerce, ses valeurs de proximité, de convivialité, d'échange. Et je crois que c'était d'abord un grand moment de fête du commerce, avec un état d'esprit tout particulier ce soir-là, où nous avons eu le plaisir d'accueillir plus de 200 commerçants, et c'était une belle fête. Alors effectivement, c'était une très belle fête avec l'équipe de Saint-Quentin TV et l'équipe de la Maison de l'Emploi et de la Formation. On a voulu partager avec vous cet événement. C'est ce pourquoi on s'est déplacé aujourd'hui à la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Aisne, Jennifer. Alors Christophe, une actualité peut-être? Oui, bien sûr, une actualité que nous avons d'ailleurs annoncée, la clôture de Passion Commerce. Une actualité qui concernera les associations de commerçants de tout le département de l'Aisne, puisqu'on est persuadé à la CCI qu'une association de commerçants, c'est la vraie dynamique du commerce local. Et pour aider et accompagner les associations de commerçants à envisager l'avenir, nous avons annoncé et lancé lors de Passion Commerce la mise en place d'une action collective pour les unions commerciales, qui sera un séminaire d'échange, de réflexion, que nous mettrons en place dès février 2012.